Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde est installé. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir à notre 4e édition de l'event Attige au féminin sous le thème Les promesses du numérique. Vraiment, soyez les bienvenus. D'abord, j'aimerais pour commencer remercier nos sponsors, donc, sans lesquels cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, je cite Orange, Sofrecom, Bizine et Labiat. Merci du fond du cœur. J'aimerais aussi remercier Rania Bailey pour le design de notre affiche. J'espère qu'elle vous a plu. On voit que l'image elle est modulée par la tête d'un mec et après il y a une femme sur laquelle on met une lumière, donc c'était pas complètement par hasard. Qui travaille beaucoup, la femme d'ailleurs. Ouais. C'est très high-tech. Ça fait intelligence artificielle, hein. On est dans le thème. Donc j'aimerais aussi remercier notre marraine, Siem Juini, merci du fond du cœur. Qui nous a beaucoup encouragés à continuer la tradition, à faire cet event dans un délai très court. Donc merci encore. Merci aussi d'avoir accepté d'animer la première table ronde. Merci aussi à Myriam Multiminier d'avoir accepté d'animer la 2e table ronde sur les promesses du numérique. Et merci aussi à toutes nos intervenantes qui vont participer aux 2 tables rondes. Enfin, j'aimerais remercier toute l'équipe Attige au féminin. Donc, je les invite à se lever. Elles sont parmi vous, sur vos tables. Donc, autour de vos tables. Donc, Basma, Cyrine, Yosra, bien sûr, Arouseya, Léo, Aziza et Cyrine pour l'accueil, Narges, Imen, et bien sûr remercier toutes les anciennes de l'équipe qui nous soutiennent toujours. Donc Sonia, Mariam qui vient d'arriver, non, Samar, la Miss, Cyrine Ben Hassine et Khansa qui est juste là. Donc merci beaucoup du fond du cœur à toutes les filles qui nous ont aidés à l'organisation. Je passe la parole à Yosra. Oui, donc comme tous les ans, on va revenir très rapidement sur les objectifs d'Attige au féminin et la raison d'être d'Attige au féminin. Donc pourquoi il y a Attige au féminin. Donc on a tous les ans, ça on ne peut pas y échapper, désolée Sonia, mais c'est très important je pense. Donc la création de ce groupe est partie d'un constat très simple, c'est que tous les ans il y a une promotion de jeunes qui viennent intégrer les classes préparatoires et ensuite suivre le cursus prépa grandes écoles. Dans cette promotion il y a plus de 50% de filles tous les ans, et après quand on essaie d'organiser des conférences à l'Attige, on a beaucoup de mal à trouver des speakers femmes, on a du mal à trouver des femmes qui sont déjà mises en avant, qu'on va mettre en avant. Donc on a décidé de créer ce groupe aussi pour accompagner les jeunes femmes. Donc on a 3 objectifs. La mise en avant de carrières très remarquables. Donc ça c'est pour les femmes, mais c'est surtout pour les jeunes filles, pour qu'elles n'aient pas peur de se projeter, pour qu'elles aient confiance en elles, pour qu'elles ne se donnent aucune limite en termes d'ambition. Le 2e objectif est un objectif de networking, donc à travers notamment une action phare qui est nos afterwork thématiques, on fait tous les 2 mois environ, et donc voilà, souvent ce sont des afterwork très riches en échanges. Et 3e objectif, c'est accompagner les jeunes femmes dans leur carrière, et donc notamment grâce au programme de mentoring. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous nos mentors, en particulier Sihem et Ilyes qui sont là avec nous ce soir, qui donnent de leur temps tous les mois à des jeunes femmes pour les accompagner dans leur carrière. Donc voilà, ce soir on va parler des promesses du numérique.
On va parler de l'importance du développement du numérique dans notre société en termes de diversité et d'éthique, l'importance que le rôle que doivent jouer les femmes pour développer l'intelligence artificielle notamment. J'aimerais partager avec vous un chiffre positif, parce qu'il y en a. C'est pas facile de trouver des chiffres positifs du rôle des femmes dans le numérique, mais il y en a. Il paraît qu'à l'école d'informatique de Tunisie, l'ENSI, sur la centaine de thèses d'intelligence artificielle, il y en a 85 qui sont menées par des femmes. Donc ça fait plaisir. Donc on sait que les femmes, en tout cas en termes de bon élève, ça on sait, ça marche bien. Mais après, la question qu'on va essayer de se poser ce soir, est-ce que après ça continue aussi bien dans les entreprises en termes de management, dans les directions informatiques notamment? Parce que justement, on est 50% de femmes et 50% d'hommes dans la société, et qu'on aimerait bien que la technologie de demain soit conçue par 50% de femmes et 50% d'hommes. D'ailleurs, on dit une technologie, une innovation. Donc l'innovation, c'est féminin. C'est pas une preuve. Donc allons-y toutes et tous ce soir. Et j'espère que vous allez passer une très belle soirée. Ouais. Voilà. Plus important, passer une très belle soirée. Voilà. Je passe maintenant le mot à Sihem, Juine, notre marraine. Alors, qu'est-ce que je dois dire? D'abord, merci mille fois les filles de m'avoir honorée de ce rôle de marraine. Alors, quand Yusra me l'a demandé, je suppose au nom de toute l'équipe, je ne savais absolument pas à quoi je m'engageais, mais de toute façon, on ne peut rien refuser à Yusra et à l'équipe. Et puis, peut-être certains d'entre vous connaissent mes liens privilégiés avec la TUJ en général et la TUJ au féminin en particulier. Donc, de toutes les manières, je ne pouvais que dire oui, sans savoir à quoi je m'engageais. Mais bien m'en a pris, parce que, en fait, j'ai découvert deux choses. D'abord, j'ai eu le plaisir, en fait, en quoi ça consiste d'être marraine. Enfin, pour moi, c'était de travailler, d'abord de vous encourager de très loin, parce que c'est évidemment elles qui ont organisé toute cette soirée, d'échanger quelquefois sur cette soirée. Et ce que j'ai découvert, c'est que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est un travail de précision, c'est un travail d'équipe. Je vais me faire des ennemis, mais il n'y a que des filles pour travailler comme ça. Parce que les réunions sont préparées, tout se fait dans la concertation, dans les échanges. Enfin, c'est exceptionnel et j'ai découvert ça et bravo, parce que c'est assez rare. Je suis engagée dans quelques activités associatives et c'est rare de voir ce mode de fonctionnement. C'est vraiment la signature de la TUJ au féminin, je pense. Donc bravo, ça a été un premier plaisir pour moi. Et le deuxième plaisir, c'est qu'elles m'ont fait encore l'honneur d'animer cette première session donc, de ce soir, qui est Lumière sur elle. Ça m'a donné l'occasion de connaître 3 femmes exceptionnelles. Certaines d'entre elles, je les connaissais déjà, mais pas toutes. Donc elles m'ont donné cette chance de connaître ces femmes exceptionnelles. Donc sans plus tarder, je les invite à se joindre à moi ici pour que je vous les fasse découvrir et qu'on discute. Parce que évidemment, et là aussi, il n'y a que des filles pour faire ça. Le programme est très dense. On ne fait pas dans les paillettes. C'est précis, c'est sérieux et c'est dense. Donc on y va vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et aussi de prendre du plaisir et de dîner, etc. Donc Asma, Nozha et Sonia, si vous voulez bien vous joindre à moi. Et donc on va passer à la... Alors Sonia, c'est toi qui as l'habitude de faire ça. J'espère que je vais faire aussi bien. Écoute, tu t'es arrangé pour refiler le... Alors, mesdames. Bien, alors, il faut que je respecte le temps, parce que... Yusra est très stricte là-dessus. Et donc, à mon tour, je vais être très stricte parce que j'ai des directives. Elle s'est mise là-bas, elle me regarde. Donc, tu me diras si je dépasse. Hein. D'accord, oui. Donc, merci, mesdames, de nous faire l'honneur d'être là. Juste, c'est pas pour en rajouter, mais Asma était en Inde ou en Chine et elle est arrivée ce matin. Sonia devait défendre un dossier en fin d'après-midi pour un budget dans le conseil de l'UNESCO, donc il fallait que ça se passe
que ça se finisse très vite pour qu'elles viennent ici. Donc, elle allait leur dire, donnez-moi ce budget, que j'y aille. Et Nozha était à Sofia Antipolis et elle arrive par l'avion de 19h. Donc, c'était bravo d'être arrivée à être là toutes les trois. Merci. Je pense que c'est bien mérité. Donc, très rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter chacune. Vous avez des parcours tellement riches que forcément ma présentation sera partielle et je vais certainement passer sur beaucoup d'étapes importantes. Mais de toute façon, vous avez des parcours tellement riches qu'on peut les lire dans différents sens. Donc, ce sera ma lecture de vos parcours. J'espère que vous m'excuserez si je fais des raccourcis, vous m'en voudrez pas. Donc, je vais vous présenter très rapidement et après, j'aurai 3 questions ou 4 questions pour vous. La même question, donc même punition, et vous allez, s'il vous plaît, à tour de rôle, répondre à ces questions assez brièvement, évidemment, puisque c'est le cahier des charges. Donc, Asma, je suppose que tu as l'habitude, avec ton nom, d'être la première. Asma Heidi. Ça, Voilà, c'est le bon numéro, oui. Ça, c'est bon, voilà. Donc, je commence par toi. Une fois n'est pas coutume, voilà. Donc, rapidement, Asma commence par une maîtrise en informatique. Elle rentre chez Thales, où elle travaille en tant que ingénieur projet puis chef de projet. Elle travaille notamment sur la ligne 14, ce qui lui vaut de quitter Thales et d'aller chez Steria pour la développer en Asie, à Singapour, où elle reste pendant 6 ans et où elle travaille notamment sur le métro de Singapour, etc. Et donc développer la filiale de Steria à Singapour pendant 6 ans. Ta famille va avec toi pour cette expatriation de 6 ans. En 2006, tu retournes au UK, donc en Angleterre, où tu prends la direction d'une division de business avec le gouvernement qui perdait de l'argent et tu avais pour mission de redresser la division, évidemment. Alors, comme Asma me dit, j'ai eu de la chance, ça a marché, donc j'ai pu redresser la division. Je ne pense pas que ça soit que de la chance. 3 ans après, Asma repart en Inde, donc pour 3 ans, toujours avec Steria, où là aussi, mission difficile, il faut intégrer une filiale, une entreprise qui a été rachetée, qui compte 6000 personnes en Inde, donc il fallait l'intégrer dans Steria, encore un autre challenge. En 2011, après 3 ans donc en Inde, tu reviens au UK encore, et comme tu le dis, quand on revient après une expatriation, rien ne nous attend, donc ce n'est pas des moments faciles. Tu vas chez Sopra en 2012, tu es débauché, et on ne débauche pas les plus mauvais généralement, tu es débauché par Vodafone après ton expérience chez Sopra, et enfin, en 2018, tu décides de faire un regroupement familial et de revenir à Paris pour enfin goûter une vie très calme. Elle est membre du COMEX en charge de performance et de la transformation, d'accord, donc du COMEX de Keolis, pardon. Et donc, mission facile, mais enfin, personnellement, tu arrêtes de voyager. Donc voilà pour Asma. Sonia Bahri. Alors le panel, vous allez le voir, est assez diversifié. Asma est dans le monde des entreprises et du business. Sonia a fait toute sa carrière à l'UNESCO, donc dans un organisme que vous connaissez, international. Et Nozha a le meilleur des 2 mondes, puisqu'elle commence par être dans un environnement public, chercheur à l'INRIA, et elle quitte depuis peu, donc elle a quitté ce monde pour aller dans le monde du business. Donc elle est le point de convergence, donc c'est toi qui sera en 3e. Donc Sonia Bahri a fait Sciences Po Paris, une thèse en sciences éco. Tu es recrutée à l'UNESCO en tant que consultante puis spécialiste sur les programmes d'éducation. Quelques années après, tu es directrice de la coopération internationale sur l'enseignement supérieur et de la recherche. Après, tu deviens secrétaire exécutive du prix L'Oréal l'UNESCO, que nous connaissons toutes. Après, tu quittes l'UNESCO en tant qu'organisme international et tu rejoins la Commission nationale française où tu es conseillère du président sur des sujets liés aux questions scientifiques, au développement durable, à la coopération internationale. Bref, une convergence de tout ce que tu as fait pendant toute ta carrière. Tu as développé We4Dev, qui est une association en Tunisie pour l'autonomisation des femmes par la formation, avec d'autres présentes ici. Et tu es chevalier de la Légion d'honneur dans la promotion, je ne sais pas si on dit ça, 2019. Voilà, je vous ai dit, ça ne va pas être facile. Je fais certainement des raccourcis, mais j'espère que vous ne m'en voulez pas. Nozha maintenant. Donc Nozha, master en maths, les équations mécaniques quantiques. Elle découvre ça, puis elle se dit, non quand même, ça serait bien de voir ça sous un angle différent. Donc je vais faire un master en physique pour voir ça différemment. Donc elle fait un master en physique en optique, résonance magnétique, imagerie médicale.
puis elle se dit quand même, il y a beaucoup de données là, un doctorat en informatique, ce serait bien, pas mal. Hein. Donc elle fait un doctorat en informatique, elle rentre chercheur à l'INRIA, normal, chercheur, directeur de recherche, elle gère une équipe de 30 personnes sur l'information multimédia, etc. Et au bout de quelques années où elle gère une équipe de 30 personnes, elle se dit, pourquoi ne pas gérer 30 équipes de 30 personnes? Donc elle passe de directeur, de chef d'équipe à directeur du centre INRIA-Saclay. À l'époque, centre qui n'existait pas, qu'il fallait créer et développer, évidemment. Donc, ce n'est pas simplement chef de centre, directrice de centre, mais création et développement d'un centre. Pendant toute cette carrière, évidemment, elle développe une expertise et donc elle devient conseillère dans beaucoup d'organismes, High Level Expert Group à la Commission européenne, en charge de l'IA, membre de l'OCDE, conseil pour l'IA pareil, membre du conseil d'administration du Big Data Value Association. Bref, donc des expertises qui sont sollicitées pour être conseillère dans différents organismes où notamment tu développes cette réflexion sur l'IA de confiance. Et donc, ça ne vous a pas échappé que Noza interviendra tout à l'heure dans la table ronde sur le numérique, puisque le sujet se prête particulièrement, où tu développeras peut-être cette notion d'IA de confiance, qui est quelque chose de particulier. Voilà, donc tu développes un institut interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle, avant que ce ne soit la mode de parler d'interdisciplinarité, puisque c'est dans le rapport de Cédric Villani de l'automne, là. Et puis, en 2019, tu décides d'arrêter tout ça et de rejoindre l'entreprise, puisque tu es aujourd'hui Chief Science and Innovation Officer chez Median Technologies, donc l'IA et la médecine, et Noza est chevalier de l'Ordre national du mérite. Voilà, bravo mesdames. Ouf, quoi dire après tout ça? Bien, c'est faisable, on va tous pouvoir le faire. C'est ça le message en fait, je crois. Alors peut-être pour commencer, des carrières comme ça ne se font pas du jour au lendemain. Vous êtes très jeune, vous avez été très précoce et vous avez tout ça fait très vite. Donc voilà, c'est pour ça, on ne va pas parler de... Mais quand même, ça demande quelques années pour faire tout ça. Et donc ma première question pour vous trois sera, quel est le fil directeur dans toutes ces carrières que vous avez vues pas tout à fait rectilignes? Quel a été le fil directeur? Parce qu'il y a quand même certainement une continuité qui vous a animé. On verra après les sauts et les discontinuités. Mais avant de regarder les discontinuités, regardons le fil conducteur. Et donc, quel est votre fil conducteur? Asma, toujours toi. Je changerai d'ordre tout à l'heure. Vous changez, je changerai d'ordre tout à l'heure. Comme ça, je pourrais piquer les idées des autres. Je pense pour moi, le fil conducteur, c'est l'excellence dans le travail. J'ai vécu et j'ai grandi dans une famille où c'est pas une famille d'intellectuels. Donc, je suis née à la Médina. Mon père avait le certificat d'études, mais pour lui et pour toute la famille, c'était il faut travailler beaucoup, il faut bien travailler. Donc, je pense que ça a été l'inspiration et le fil conducteur. Donc, tant que c'est pas fait de façon parfaite et satisfaisante, je reviens dessus et je pousse pour que ça soit bien fait. Je pense que c'est pour moi le fil conducteur qui m'a suivi dans mes études et qui a continué plus tard dans ma carrière professionnelle. Je crois que le fil conducteur dans ma carrière, ça a été l'intérêt pour le développement. Alors, le développement humain, le développement économique, Et le développement, ça passe par l'éducation, par le renforcement des capacités. Alors, on ne voit pas tout de suite le fil conducteur, on voit un petit bout au début, et c'est peut-être après une longue carrière qu'on se dit, tiens, il y avait effectivement un fil conducteur. Et je crois qu'effectivement, tout ce qui est éducation, enseignement supérieur, recherche, innovation, égalité entre les genres, parce qu'on ne peut pas faire de l'éducation sans penser à ces questions-là. Elles sont toutes liées, puisqu'il y a une articulation entre les différents niveaux d'éducation, puisque ça passe aussi par l'égalité entre les genres. Et je suis très heureuse, et je remercie beaucoup la TUJ de m'avoir invitée ce soir, parce que je crois vraiment en l'égalité entre les genres, pour le développement, pour le renforcement de capacités. Donc je pense qu'il y avait un fil conducteur thématique, et je m'en suis rendu compte après. Mais j'ai vu à chaque fois qu'il y avait des thèmes récurrents qui revenaient, comme les thèmes que je viens d'évoquer, et qui aboutissent ensuite à l'innovation et au changement. Voilà.
Tes choix étaient motivés par ce fil, même s'ils n'étaient pas conscients. C'était le développement. Et puis ensuite, quand on suit le fil d'Ariane, on se rend compte qu'il mène à tout ça et que ça passe nécessairement par le renforcement des capacités, par l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, les sciences, la technologie, le numérique et l'égalité entre les genres. Très bien. Quoi dire? Alors, fil conducteur, effectivement, le mot, je pense que tu l'as déjà prononcé, c'est effectivement l'impact qui a été vraiment le cap. C'est-à-dire que faire les maths pour les maths, c'est bien, c'est intéressant. Après, bon, effectivement, physique, c'est quand même, il y a un côté un peu plus utile des équations. Et puis, à un moment donné, les équations de l'optique non linéaire, c'est toujours joli, intéressant, sauf que à analogie près, exactement comme tu l'as introduit, les mêmes équations, en fait, en imagerie par résonance magnétique, c'est entre écho de photon et écho de spin, en fait, entre quelque chose qui est, eh bien, on le développe, on laisse finalement peut-être des publications dans un tiroir, peut-être que ça peut prendre la poussière. Ça, c'est un peu dommage. Et en fait, les mêmes équations étaient capables de montrer la transparence du corps humain et d'avoir justement une imagerie non invasive et de voir le corps en transparence. Et donc là, c'était vraiment le déclic pour moi. Donc j'avais une trajectoire tout à fait... je veux dire, j'ai jamais planifié d'abord de vivre ici. Donc j'étais tranquillement en train de faire maths physique, etc. Et puis d'un seul coup, quand j'ai vraiment capté l'utilité et l'impact de ces équations en imagerie médicale, et c'était très 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 tôt, là j'ai décidé de faire un master en imagerie médicale, le premier de Paris 11. Et là j'ai tout fait pour, voilà, pour être... à ce premier master en imagerie médicale. Et ça, c'était le premier point d'inflexion, enfin, le premier changement, en fait, de cap. Et ça a été vraiment le fil conducteur, parce qu'à chaque fois, je suis super ravie, c'est gratifiant de voir les étincelles, en fait, je dirais, des utilisateurs de ce qu'on produit en recherche ou en technologie. Enfin, voilà, c'est ce côté impact et ce côté gratifiant de l'utilité de ce qu'on peut produire et ce qu'on peut générer. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, tu l'as dit, cap, parce que tout est fait de continuité, mais aussi de discontinuité, de stabilité et d'instabilité. Et c'est le fin dosage qui est compliqué. Donc, il y a ce fil conducteur, mais vous avez toutes les trois accepté à différents moments de sortir de votre zone de confort, de vous challenger ou d'accepter des challenges qu'on vous a lancés, de prendre des risques, calculés ou pas. Voilà, donc il y a ces sauts, il y a ces marches. Alors, il y en a beaucoup, plusieurs dans vos carrières. Vu que le temps nous est compté, je vous ai demandé, par exemple, d'en retenir 2 ou 3. Non, c'est pas toi la première. Non, mais je peux. Hein. Ça y est, je suis entraînée. Non, là, surtout, tu ne peux pas copier, hein, parce que c'est que toi. Donc, 2 ou 3 grandes étapes, grands sauts dans le vide, grands challenges que tu as acceptés ou qu'on t'a donné, enfin, que tu t'es donné à toi-même ou qu'on t'a donné et que tu as accepté, et qui ont été, maintenant, avec le recul, déterminants dans la carrière telle que tu l'as, et telle que tu continues à l'avoir. Oui, je pense que c'est vrai que pour pouvoir évoluer, il faut accepter les ruptures, il faut accepter de changer de sa zone de confort. Et puis, il y a un avantage quand on est une femme, c'est qu'on pense à nous pour les missions impossibles. Quand c'est facile, en général, on ne vient pas nous chercher. Donc, c'est très vrai. Donc, pour moi, la première mission qui était risquée, et quand je dis risquée, parce qu'on apprend à prendre des risques pour soi-même et on s'en rend même pas compte. Mais par contre, là, c'était une mission risquée parce que ça embarquait toute la famille. C'est quand je suis partie de France pour aller à Singapour, pour ouvrir les filiales asiatiques à partir de zéro. Donc, il n'y avait rien, il fallait tout créer. Il fallait partir... avec le mari qui a gentiment accepté de prendre une année sabbatique pour nous suivre. Messieurs,
Sortir les enfants de l'école quand ils ont leurs copains, c'est compliqué. Aller dans un pays à 12 000 kilomètres, ils ne parlaient pas anglais. Donc ça, c'était une prise de risque et une rupture importante. Et ça nous touche plus parce que tant qu'on prend les risques pour nous-mêmes et quand on prend les coups pour nous-mêmes, on encaisse et on s'en rend même pas compte. Mais par contre, quand il s'agit d'embarquer toute la famille, là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'était une mission risquée. C'était sans filet, donc il fallait tout faire, développer le business, recruter les gens, créer les filiales à Hong Kong, à Kuala Lumpur, en Chine, avoir le soutien de la France sans vraiment la France parce qu'ils ont envie de travailler en Asie mais ils n'ont pas envie de transférer le savoir-faire. Travailler avec les Chinois, les Indiens. Donc ça, c'était une aventure humaine qui m'a aussi ouvert les yeux sur quelque chose qui est autre que la technique. Parce que souvent, on aime la technique, on fait la technique et on essaie aussi de nous garder dans des postes plus d'experts. Et je pense qu'on est capable de faire du management, on est capable de faire du développement. Et les femmes ont une capacité, les hommes aussi, mais je pense que... je les regarde, ils sont tous à ma table, donc je ne veux pas avoir de problème. Exactement. Je pense qu'on a des capacités à travailler en équipe, à être à l'écoute quand quelqu'un qui travaille avec vous n'est pas bien parce qu'il y a des raisons familiales, on le sent plus. Et donc on crée une cohésion et on crée, surtout quand on est à l'étranger, les gens doivent se donner à 100%, c'est pas les 35 heures. Donc voilà, ça c'était la première rupture. Alors j'ai droit à un deuxième. Oui. Alors, le deuxième, c'est quand je suis rentrée de Singapour et là, c'était bien parce que j'étais en Angleterre, donc c'est beaucoup plus facile. Les enfants parlaient anglais, ils étaient au lycée français en Angleterre. Et il y a eu une deuxième rupture où quand on a fait une acquisition, il y avait une plateforme offshore et on m'a demandé de partir en Inde. Là, pour le coup, la famille, on dit ça suffit, on ne suit plus. Donc, le mari est resté en France, les enfants sont restés en Angleterre et je suis partie toute seule en Inde. Et là, c'était aussi une expérience. Je pense que peut-être on est un peu kamikaze, peut-être on a envie de montrer qu'on sait faire, peut-être on a une part d'inconscience, mais à la fin, on ne regrette pas parce que c'est toujours enrichissant. C'est des expériences qui vous enrichissent humainement, techniquement, moralement. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais bon, je demanderais peut-être des avantages un peu plus au niveau du package. Eh oui, bravo. Merci beaucoup, Asma. Alors, Sonia, deux étapes. Pardon, on va les changer. Ouais, alors, deux étapes. Alors, la première, c'est qu'au départ, j'étais partie pour faire une carrière plutôt universitaire, puisque j'avais fait mon doctorat d'économie à Paris 1, que j'avais des propositions de publication. J'avais publié déjà aux États-Unis, en France, chez Economica. Donc et puis tout d'un coup arrive une proposition pour travailler pour l'UNESCO, pour remplacer un professeur qui me dit, voilà, il y a une possibilité de faire un travail de consultation. Je dis, tiens, pourquoi pas, je le fais. Donc je me lance. Et c'était pour la production de matériel éducatif et culturel dans la région MENA. J'y vais, c'était financé par le Standouk al-Arabi qui est au Koweït, et je le fais, et ça me passionne, et je me dis, bon, ça sera ça, je fais ça, je le fais. Alors que je prenais aussi un risque, parce que je laissais un petit peu tomber, parce que c'était plus que du 100% sur des années, donc dans ce travail, et il fallait laisser tomber donc, la recherche, et c'était un choix à faire. Je l'ai fait, je n'avais pas de garantie d'emploi, puisque je n'étais pas du tout fonctionnaire international. Donc c'était un peu, le filet n'était pas là.
Et puis, j'attends, j'étais un petit peu à l'affût de propositions. Puis il y en a une qui passe, et c'était le moment de la pandémie du sida. C'était la fin de 90, fin des années 80. C'était vraiment le grand sujet. Mais en même temps, à l'UNESCO, les gens ne voulaient pas du tout. Les gens disaient, mais c'est l'OMS, c'est pas nous, pourquoi le sida ? Et en fait, moi, j'ai eu cette intuition de me dire, mais le sida, ça va toucher vraiment, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. À l'époque, il n'y avait absolument pas de thérapie. Et ça allait toucher l'économie des pays. Et au cœur de l'économie, ça allait toucher l'éducation. Puisque les profs mouraient en Afrique subsaharienne, les élèves étaient orphelins, ils ne pouvaient plus aller dans le système scolaire. Enfin, ça posait une vraie problématique. Je me suis dit, je me lance. Et là, je me suis lancée. Et donc, parce qu'en fait, je dois dire que c'est vrai que je suis économiste de formation, j'ai fait Sciences Po, mais j'ai aussi fait un DEA d'histoire. Parce que pendant ma thèse, je me suis dit, tiens, j'ai envie de travailler sur l'histoire de l'éducation. Donc, ça me rappelle ce que Nezha a dit. Et donc, ça m'a permis d'avoir ces deux. Et j'ai vu, en fait qu'il y avait vraiment beaucoup à faire. Et c'est comme ça que j'ai été recrutée, que j'ai fait ça. Et alors qu'au début, les gens ne voyaient pas. Et j'ai dû même initier le programme et convaincre les gens à l'intérieur que c'était vraiment une grande problématique, parce que c'était l'OMS qui nous avait tirés vers cette thématique. Et donc après, ça a été une expérience assez extraordinaire, parce qu'il a fallu aller dans ces pays, il a fallu travailler avec les décideurs, il a fallu mettre ensemble les décideurs. Et c'est là que j'ai compris à quel point, au niveau politique, les gens travaillaient en silo, comme partout d'ailleurs. C'est-à-dire le ministère de l'Éducation qui travaillait d'un côté, le ministère de la Santé de l'autre, et ils ne travaillaient jamais ensemble, et les ONG n'étaient pas intégrées. Donc moi, j'ai essayé de créer des synergies, au niveau national, au niveau régional, et de donner vraiment une impulsion à ce programme. Voilà, donc ça, c'était peut-être une première rupture. Ensuite, il y a eu, je dirais, de mon côté, une série de petites ruptures, c'est-à-dire que chaque fois que j'avais mis en place des programmes qui tenaient la route, je passais à autre chose. Voilà. Et donc là, il y a une série d'autres choses. Je suis peut-être un peu longue, ou c'est bon ? Les autres choses, je me suis rendu compte en travaillant, par exemple, sur le sida, que c'était vraiment les adolescents qui étaient en première ligne. Et donc là, je me suis intéressée à l'éducation à l'adolescence. Et donc de là, je suis partie à l'éducation secondaire. On m'a offert la possibilité d'aller dans ce domaine, alors que j'aurais pu continuer encore sur le sida. Moi, je connais des gens avec lesquels j'ai travaillé qui sont encore sur cette thématique. Donc enseignement secondaire, ça représente quand même 1/5 de la population dans le monde, et la population d'âge. Et donc là, il y avait vraiment un travail très important à faire pour, au XXIe siècle, puisqu'on commençait à arriver, on arrivait juste sur le XXIe siècle, à revoir les programmes, les contenus, à mettre par exemple, et ça aussi, ça a été un fil conducteur, l'entrepreneuriat dans les programmes. On dit c'est très bien d'enseigner, mais qu'est-ce qu'on leur donne ? Comment est-ce que ces gens, ces jeunes comment ils peuvent finalement vivre, trouver du travail ? Et bien l'entrepreneuriat. Donc du coup, voilà, donc j'ai travaillé sur ces thématiques et aussi sur l'enseignement à distance, donc sur le numérique, dans le secondaire, alors que c'était pas un sujet prioritaire. Donc il a fallu avancer. Et ensuite, j'ai été jusqu'au supérieur, donc ça a été un peu comme un cursus honorum, pour après aller carrément sur les projets plus de politique scientifique, politique de recherche, d'innovation. Et puis finalement, la dernière rupture, ça a été de choisir de partir du secrétariat de l'UNESCO pour regarder ce qui se passe du côté des États membres, puisque maintenant j'ai accepté d'être la conseillère du président de la Commission française pour l'UNESCO. Merci beaucoup Sonia. Alors sans vouloir être, avant de passer la parole à Nezha, et en étant forcément réductrice, c'est soit des missions dont personne ne veut, difficiles et qu'il faut accepter, ou des sujets qui ne sont pas forcément recherchés par tout le monde et qu'il faut aller chercher et faire sa place sur ces sujets-là qui ne sont pas dans le mainstream ou dans la mode du moment. Alors Nezha, toi, deux grands sauts dans le vide. Le premier, c'est celui que j'ai mentionné. En fait, j'étais assez confortable dans le domaine de la physique. Première du master, c'est pas pour me vanter, mais enfin, j'étais bien. C'était une physicienne convaincue, en fait. J'adorais ça. Mais ce saut-là, enfin, cette curiosité vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'extrêmement excitant, enfin, je veux dire, avec une forte valeur ajoutée, il fallait apprendre l'informatique, il fallait apprendre le traitement d'image, il fallait changer de discipline. Et donc, s'installer en informatique au point d'avoir une carrière maintenant depuis 30 ans dans la recherche publique en informatique, au point de diriger un centre de recherche en informatique. Et justement, la deuxième, je dirais, changement de carrière, en fait,
il est au sein d'INRIA quand même, qui est l'Institut de recherche en sciences du numérique. C'est un peu le CNRS, mais spécialisé en mathématiques appliquées et informatique. C'est que j'ai dirigé pendant un peu plus d'11 ans une équipe de recherche donc à INRIA. Et puis un jour, justement, je me suis dit, après tout, j'ai vraiment des projets qui tournent, une équipe qui tourne depuis 11 ans. Bon, en général, quand je dirais le confort s'installe, je commence à m'ennuyer. Et donc là, trajectoire, du coup, direction de centre. Direction de centre, évidemment, il y a une dimension management qu'on découvre quand on sort d'une équipe de recherche qui est extrêmement importante, mais extrêmement formatrice, parce que quand même, il y avait 500 à 600 personnes dans ce centre, donc c'est pas rien. Et surtout, ce qui est amusant quand je m'en souviens, c'est qu'à l'époque, quand le PDG m'avait demandé de prendre un poste de direction de centre, il y avait 2 centres dont le poste de direction était vacant. Il y avait le centre de Reconcours, qui est le centre historique d'INRIA, et puis le centre de Saclay. Et le centre INRIA de Reconcours, c'est là où j'étais, donc ça aurait été plus confortable de diriger le centre là où j'étais. Je connais tout le monde. Et puis c'est le centre qui est sur les rails historiques. Et bien non. En fait, il est déjà sur les rails. Je ne voyais pas du tout ma valeur ajoutée sur quelque chose qui est déjà sur les rails. J'ai choisi en fait la situation la plus complexe, un centre qui était en cours de construction, qui n'était pas sûr. D'ailleurs, le PDG, il m'a dit au bout de 2 ans, parce que moi je lui ai dit, écoute, je ne garantis pas que je vais réussir dans cette mission. Il m'a dit, Noza, si tu ne réussis pas, je ferme ce centre. Pas du tout. Mais quelque part, au moins, quand il y a un challenge, en fait, on mesure notre marge de manœuvre, on mesure notre rapport, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où, quelque part, j'ai jamais choisi le confort, en fait, quelque part. Et tout était à faire, les services à consolider. Il n'y avait même pas de centre construit. C'était des locaux loués. Maintenant, INRIA Saclay, il est sur le site de l'école polytechnique maintenant. Bref, c'est le centre qui a connu une croissance assez importante. Bref. Et là, c'est pareil. D'ailleurs, mon deuxième mandat court jusqu'en août 2019. Donc, voilà. Au bout de la première année du deuxième mandat, ça va, quoi. J'ai appris ce que je voulais. Ça suffit, en fait. Il est temps de changer. Il est temps d'explorer de nouvelles pistes qui n'existaient pas, d'ailleurs. Un institut interdisciplinaire de l'IA, ça n'existe pas encore en France. D'accord ? Et d'ailleurs, ça a beaucoup inspiré le rapport Villani pour faire les instituts interdisciplinaires de l'IA, d'ailleurs. Et donc là, c'est pareil, une fois lancé... Une fois lancé, après 30 ans, donc, et c'est là la troisième, je dirais, aussi rupture, c'est que on peut se dire 30 ans dans la recherche publique et tout, et puis confort. Honnêtement, on connaît notre environnement, tout va bien. Très clairement, on est sollicité, reconnu, etc. C'est vrai que d'un autre côté, on n'a pas... là, voilà, on me propose un poste dans l'industrie où il faut tout faire, la roadmap, le produit, l'organisation, un monde exactement, extrêmement différent. Je sais que ça ne va pas être extrêmement facile, mais franchement, why not ? Écoute, on te souhaite le plus grand succès, en tous les cas, puisque tu viens de rejoindre ce nouveau poste. Et donc, je m'excuse pour les non-arabophones de la salle. Tabarakallah alaikum, khamsa wa khamis, parce que c'est magnifique et c'est en cours. Et c'est un work in progress et qui continue. Donc, il faut que ça continue comme ça. Bien, donc ma troisième question et avant-dernière. Mesdames, pour faire ce fil directeur, tout en gérant cette continuité, cette discontinuité, etc., il y a un moteur quelque part. C'est quoi votre énergie ? Où est-ce que vous puisez et quel est votre moteur dans lequel vous puisez toute cette force pour pouvoir, encore une fois, pour pouvoir soutenir ce rythme ? Alors, tu veux bien commencer ? Parce que là, on peut copier sur toi ou tu peux copier. Allez, tu commences, si tu veux bien. Je pense
L'équilibre familial est très important. Je pense qu'il faut que le monde de l'entreprise, c'est pas un monde de gentils. Même s'ils sont bienveillants, c'est une bienveillance calculée. Donc on a besoin de, quand on rentre chez soi, ou avoir des gens de confiance, où on peut se lâcher, on peut dire ce qu'on pense, on peut montrer nos faiblesses, on peut être soi-même sans filtre, sans masque, sans rien. Et je pense que ça, c'est important. C'est important d'avoir ça, parce que c'est ce qui nourrit la force intérieure, c'est ce qui nourrit en tant qu'être humain, je pense. Tu en as plus besoin que moi, je crois. Là, je vais la copier. Non, mais je crois que c'est quelque chose qui est commun. On en avait un petit peu parlé avant, toutes les trois, même avec toi. Je crois que l'équilibre familial est très important. Et parfois, il n'est pas facile aussi à créer. Donc, quand on a, par exemple, des postes, en tout cas, bon, Asma, bien sûr, mais moi j'ai beaucoup voyagé, énormément voyagé, et puis je restais en Afrique 2 semaines avec des enfants petits à la maison, 5 ans, 7 ans, etc. C'était pas évident, n'ayant pas ma mère sur place, ma belle-mère sur place, donc il fallait être très très organisé quand même pour pouvoir gérer tout ça, mais il est certain que c'était une source d'énergie formidable pour se ressourcer, la vie familiale, et tout particulièrement les enfants, mais dans l'ensemble, la vie familiale. Mais je dirais qu'aussi avoir son monde à soi, ça a été important. Moi, j'aime beaucoup, je me plonge dans la lecture, dans la littérature et aussi dans l'art, les musées. Quand je vais au musée, j'oublie tout et je me ressource aussi. Donc avoir un petit peu son monde à soi, en plus, moi je pense de la famille qui est tellement importante et des enfants qui sont merveilleux toujours. Bien. D'abord, je tiens à remercier mon mari qui n'est pas là. Non, mais très clairement, très sérieusement, sans soutien, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai pu faire, ce que j'ai souvent été en déplacement aussi. Je pense que les enfants aussi, à un certain moment, je voyageais beaucoup. Je sais que mon mari avait un globe. À chaque fois que j'étais à tel endroit, il leur enseignait où j'étais. Donc, comme ça, au moins, tous les fuseaux horaires, bref. Mais s'il n'y avait pas ce soutien-là, je pense que voilà, c'est une bonne partie importante de sa vie et de sa personne, finalement. Et clairement, sans ce soutien-là, je n'aurais pas pu faire la moitié. D'un autre côté, une source vraiment d'énergie, c'est les enfants. Mes enfants, c'est quand des fois, effectivement, moi je souscris totalement, et j'aime bien l'expression de l'empathie calculée. Je crois qu'une fois qu'on a vécu un peu dans ce monde professionnel, on sait que ça se passe comme ça. Donc on a sûrement chacun de nous des périodes un peu difficiles, un peu de doute, un peu où il faut surmonter certains obstacles. Très clairement, j'ai une pensée à mes enfants et là, ça me donne l'énergie nécessaire et suffisante pour le faire. Et donc ça, c'est toujours fantastique. Merci beaucoup. Alors, je vais vous dévoiler l'envers du décor tout à l'heure en préparant un petit peu. Sur cette question, elles ont répondu pareil toutes les trois. On s'est dit, c'est pas possible, on va pas faire la même réponse toutes les trois. Puis on s'est dit, ben si, puisque c'est ça, vraiment, ce qui distingue peut-être une progression de carrière d'une femme, d'un homme, quoi qu'on n'a pas fait, on va faire comme Rim tout à l'heure, on n'a pas fait un échantillon statistique représentatif, etc., etc. Mais voilà, nous avons là, toutes les trois, ça a été unanime, ça a été la même réponse, et donc on s'est dit, bon, bah, on va vraiment dire ça, puisque c'est vraiment ça qui sort. Et bien. Moi, je me suis dit, j'espère que je passe en premier, comme ça, j'aurais pas... Pour une fois, c'était bien que tu t'appelles avec A. Hein, non, mais ce qu'on a dit aussi, c'est que c'est très féminin et on n'est pas sûr que si les mêmes questions auraient été posées à des hommes, qu'ils auraient répondu la même chose. Mais on est très dans le collectif et très famille, même si on a des carrières professionnelles très chargées. Mais on a ce côté, je pense, qu'on a partagé très spontanément.
Alors, dernière question, ça touche à sa fin, c'est dommage parce que c'est un vrai plaisir de vous entendre. C'est un conseil, une recommandation pour tout le monde en fait, hommes et femmes, hein, et puis pour ces jeunes femmes en particulier, pour qu'elles osent sortir de leur zone de confort, pour que on prend toutes et tous, on boit vos paroles. Moi, et je renouvelle mes remerciements à Yosra et à l'équipe, en préparant avec vous, j'ai appris, j'ai retenu un message de chacune, mais je ne vous dirai pas ce que j'ai appris, puisque ce qu'elles ont décidé de vous dire. Puis si ce n'est pas ce qu'elles disent, je vous dirai moi ce que j'ai retenu. En tous les cas, voilà, un conseil, une recommandation pour une jeune femme qui commencerait une carrière ou qui serait dans les 5, 7 premières années ou même plus. Quel est le conseil ? Alors moi, avec le décalage horaire, j'ai oublié ce que je lui ai dit. Je sais d'où tu viens. Je ne sais pas si tu peux te poser aujourd'hui, mais la journée est longue pour toi. Je vais donner 3 recommandations pour le prix d'une. Alors, voilà. La première, c'est, mesdames, n'hésitez pas à avoir de l'ambition. Ce n'est pas un domaine réservé aux hommes. Il ne faut pas être téméraire. Ça fait partie de l'évolution d'être ambitieux, donc il faut être ambitieux. Mon deuxième conseil, c'est pas vie personnelle ou vie professionnelle, c'est vie personnelle et vie professionnelle. Et mon troisième conseil, c'est on ne pensera jamais à vous, donc proposez s'il y a des choses qui vous intéressent, allez de l'avant et n'ayez pas peur. Au pire, ils vous disent non. Voilà, c'est mes 3 conseils. Oui, alors le premier conseil pour moi, à toutes les femmes qui sont ici, c'est de dire de ne jamais douter de soi. Parce qu'on se trouve parfois confronté à des situations où on n'est pas forcément bien. Et on peut avoir des doutes, et ça, non, il faut vraiment jamais douter. Toujours se dire, on est quelqu'un de valable, on est quelqu'un de bien. Donc continuer à croire en soi. La deuxième chose, c'est toujours avoir de la créativité, essayer d'être créatif le plus possible, de l'imagination. Einstein disait « Imagination is more important than knowledge ». Toujours essayer de penser out of the box autant qu'on peut. Et pour ça, et ça c'est lié à ce que je vais dire en conclusion, c'est que même si on est très spécialisé sur un sujet, qu'on est très fort dans ce sujet, qu'on est reconnu dans ce sujet, surtout ne pas oublier qu'on peut s'intéresser à d'autres sujets qui ne sont pas fermés, qu'on peut, de toute façon, ils sont liés, beaucoup de choses sont reliées, on est dans un monde complexe, et donc pour apporter une réponse, il faut passer par une transdisciplinarité. On en a parlé tout à l'heure de la transdisciplinarité, et ça c'est très important pour moi. Merci. Moi j'aurais deux points. La persévérance, ça me paraît essentiel, ne jamais baisser les bras. C'est pas la première difficulté qu'il faut renoncer. Donc la persévérance et la persévérance. Et en même temps, la bienveillance. Donc la bienveillance, l'empathie, ça nous permet d'avoir un temps serein, mais surtout une force dans la persévérance. Ça, c'est essentiel pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je rajouterai 2 choses que j'ai entendues d'elles, qu'elles n'ont pas dites ici. Asma me disait, à un moment, je parlais d'une revanche. Elle m'a dit, mais c'est absolument pas la bonne manière de prendre les choses. Dans la revanche, il y a un sentiment négatif. Ça n'est pas le bon moteur. Et Asma est si sereine. Quand elle nous raconte les choses, elles paraissent tellement faciles et naturelles. Donc je comprends que... Donc surtout pas. La revanche ne peut pas être un moteur. Et ça, j'ai trouvé ça très important d'avoir à l'esprit. C'est épuisant. Voilà, c'est ça que tu avais dit. C'est épuisant, c'est fatigant. Donc c'est surtout pas cette idée de « je vais prendre une revanche sur ». Non, c'est pas bon. Et l'autre question que je t'avais posée, Nozha, qui était « mais tu n'as pas peur
quand tu prends des responsabilités comme ça, mais tu n'as pas peur. Il me dit, mais peur, mais ça c'est un sentiment négatif. Alors, j'avais tout faux en fait, j'avais toujours des questions négatives, mais peur, pourquoi? Je ne sais pas ce que ça veut Vas-y. dire en fait. C'est vrai que j'ai même pas compris en fait. Peur de Pas quoi? compris la question. Non mais peur de quoi? Ben, je veux dire, on n'a peur que de ce qu'on ignore, d'accord? Et en général, c'est ça. D'ailleurs, même, enfin, bref, je ne comprends vraiment pas la question. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi. Je ne sais pas de quoi on peut avoir peur. Si on a une cible, on y va. Et c'est pour ça que j'enchaînais avec la persévérance. Il y a vraiment, quand quelque chose nous intéresse, et quelque chose qui est important, motivant, et qui a de bonnes raisons pour vraiment essayer de le réaliser, il faut y aller point à la ligne. C'est tout.